Bonjour, je vais vous présenter donc une expérimentation qui est l'accompagnement des patients sous thérapie orale par des patients partenaires. Donc, nous allons vous présenter donc avec Fanny, que vous venez d'entendre, qui est MCUPH et pharmacienne à l'Institut du cancer et qui, à cause de ses cours, ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui est là sur l'écran. Et moi, Maggie Del Rio, qui suis une patiente partenaire de l'ICM, qui a été recrutée il y a 1 an pour développer et coordonner le partenariat en santé à l'ICM. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette expérimentation, c'est une expérimentation qui nous a été proposée par l'ARS Occitanie et que déjà dans l'établissement de cette expérimentation, elle a fait appel à 2 patients partenaires pour rédiger cette expérimentation. Ensuite, elle l'a proposée à certains institutions de santé en Occitanie. Donc, nous, l'Institut du cancer de Montpellier, on a répondu présent. Et donc, la priorité opérationnelle de l'ARS, c'est de favoriser ce suivi en ville. On a de plus en plus de patients qui sont sous thérapie orale et d'optimiser cette prise en charge. Mais c'est aussi d'expérimenter l'utilité de patients partenaires dans cet accompagnement. Donc, tous les objectifs qui sont, le premier, bien sûr, d'offrir aux patients un soutien émotionnel, une écoute, une information, un relais avec l'équipe de soins et un accompagnement pour une meilleure incapacitation ou empowerment. Et oui, puis la deuxième, c'est vraiment évaluer la plus-value de l'accompagnement par un patient partenaire dans ce type de traitement. Donc, je laisse Fanny faire. Hop, pourquoi ça ne marche pas? La suivante. Est-ce que tu peux la passer sur l'ordi? Ah. Voilà. Donc, je laisse Fanny parler du contexte de l'ICM. Voilà, donc à l'ICM, on a développé un parcours un peu de soins pour les patients traités par thérapie orale parce qu'on a bien vu qu'il y avait un virage ambulatoire pour ce type de traitement-là, puisque les patients ne viennent plus en HDJ toutes les 2-3 semaines pour recevoir une chimio IV. Ils sont en toute autonomie à la maison avec leur traitement, mais traitement pas anodin, qui a des toxicités, qui a un rythme de prise particulier. Donc, on a dédié une équipe avec oncologue, infirmier de coordination et pharmacien. On réalise en fait un entretien lors de la primo-prescription, donc l'initiation, pour évaluer le contexte de vie du patient, savoir comment peut s'intégrer ou non ce type de traitement, et après faire correspondre en fonction les modalités de prise, faire une prévention au niveau des effets secondaires et leur gestion. Enfin, voilà, on essaie de mettre en place un peu un panel d'organisation avec d'ailleurs l'entourage également et les autres professionnels de santé. Donc, pour tous les patients traités par thérapie orale anticancéreuse, on n'a pas mis de filtre d'âge ou autre. Et il y a un rendez-vous dédié pour réaliser un entretien et par exemple des plans de prise, comme on peut le voir ici. Ah oui. Donc, comment on a mis en place ce partenariat, patients partenaires et professionnels de santé, donc de l'équipe des thérapies orales. Donc, d'abord, c'est parce qu'il y a eu ce recrutement en ma personne en tant que patiente partenaire coordinatrice, parce que on m'a demandé de prendre en charge ce programme. Je dis pas que sans moi, il n'aurait pas été fait, mais je pense qu'il aurait pris beaucoup plus de temps. Et parce que j'ai vraiment une très bonne relation avec l'équipe où il y a Fanny, l'équipe de coordination, où d'abord on a beaucoup discuté voilà sur ce qu'était le partenariat patient et en fait après ils m'ont intégré dans leur équipe et j'ai suivi les consultations, etc. Donc il y a vraiment cette développement de cette vision commune de l'accompagnement du patient. Donc on a créé un groupe de travail avec moi je dépends directement du directeur des soins de l'ICM, donc du directeur des soins, des cadres de santé, des infirmières, oncologues et des pharmaciens. Et puis, bien sûr, on a mis en place un cahier des charges parce que l'ARS nous a proposé cette expérimentation, mais nous a laissé libre de mettre en place en fonction de notre écosystème et de nos pratiques à l'Institut du cancer. Et donc, on a mis en place les modalités de ciblage, d'intervention du patient partenaire, du recrutement de ce patient et de l'évaluation de l'expérimentation. Voilà. Donc, on a voulu évaluer. Ah, voilà. Donc, par rapport au ciblage des patients, donc nous, on a une file active à peu près de plus de 500 patients qui reçoivent des thérapies orales anticancéreuses dans le cadre d'une tumeur solide, pardon. Donc, évidemment, la patiente partenaire qui serait sur cette activité-là
un équivalent temps plein aurait du mal à voir tous ces patients. Donc, on va d'abord axer et orienter vers les patients que l'on pourrait identifier comme à fragilité. Alors, pas à risque de toxicité majeure, mais plutôt les patients qui sont peut-être un peu moins dans l'échange ou que l'on cerne comme tel à l'initiation, parce qu'ils sont en sidération, donc choqués de leur annonce ou dans l'incompréhension totale des recommandations, on va dire, de bon usage, ou alors qui ont un isolement social, médical, par exemple, une difficulté de compréhension, que ça soit éventuellement par la littératie en santé ou la barrière de la langue, pourquoi pas, et des patients éventuellement en anxiété forte, limitant les échanges, et donc ça représenterait environ 250 patients annuels à prendre en charge par le patient partenaire. J'ai sauté un truc, non? Voilà, c'était ça. Le poster, mais je ne sais plus quand Oui, est-ce oui, qu'il oui, est. non, mais normalement, il est là, non? Ah, voilà. Oui, On a voulu, voilà. ouais. Donc en fait, avant de lancer cette expérimentation, on a voulu évaluer un petit peu auprès des patients, pas la représentation qu'ils ont du patient partenaire, parce qu'à vrai dire, pour la plupart, ils méconnaissent, mais plus si ça leur avait été proposé à l'époque, au cours de cette coordination des thérapies orales, est-ce qu'ils auraient trouvé un avantage pour eux? Donc pour ceux qui ont répondu, ça s'est fait essentiellement par mail, on n'a pas pu faire en présentiel ces échanges-là, ils ont répondu qu'ils étaient favorables à cette expérimentation et surtout à ce patient partenaire pour un partage d'expérience, pour évidemment des conseils et du soutien, avec un échange qui pourrait se faire plus éventuellement par voie alors, téléphonique, sachant que quand on a fait cette expérimentation, pardon, cette évaluation, c'était la crise sanitaire, donc du coup, ça a peut-être un peu faussé cette question-là, éventuellement, le canal de communication. Et à quel moment faire cette rencontre avec le patient partenaire? Bah, eux, ils identifient lors du début du traitement, donc ce qui est pas plus mal avec ce qu'on essaie de mettre en place pour renouveler une nouvelle expérimentation. Tu peux avancer. Comme ça, tu en as parlé, ça va sauter. Voilà. Et donc, comment on a décidé d'intégrer les patients partenaires? Donc, d'abord, on va recruter, deux patients partenaires à mi-temps parce qu'on a estimé qu'un seul patient partenaire à plein temps, c'était pas vivable, surtout un accompagnement. Ce patient partenaire fera pleinement partie de l'équipe de coordination de thérapie orale avec des réunions hebdomadaires de planification. Ils seront associés aux réflexions, aux réunions, etc. Et de tous les projets en lien avec ce parcours de soins. Il faut qu'ils aient une visibilité totale de ce parcours de soins pour pouvoir s'y impliquer pleinement. Bien sûr, on a pensé à la formation, à une formation qui sera faite par l'équipe de coordination sur les thérapies orales. Alors, pas savoir tous les médicaments qui sont utilisés et toutes leurs modalités, parce que même les soignants, parfois, ils ne le savent pas, mais avoir quand même une idée générale, parce qu'il y a différents médicaments et différentes prises de médicaments qui parfois sont un peu compliquées, donc c'est bien pour pouvoir aider le patient. Il y aura bien sûr une formation pratique in situ avec comment fonctionne le service, présentation de tous les gens du service, et il y aura, si besoin, une formation et une éducation thérapeutique du patient. Et ces patients seront supervisés par moi, mais également pourront bénéficier du psychologue de l'établissement. Et donc, moi, je pense avoir des échanges réguliers dans la semaine et je pense mettre en place une analyse de pratique entre patients. Pas entre patients partenaires, pas simplement cela, c'est que dans le cadre de l'ICM, je vais recruter d'autres patients partenaires pour d'autres projets. Donc comment ça pourrait s'articuler? On projette un peu comme ça, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on va appeler ça J0, c'est-à-dire à l'initiation du traitement, bah, il y a un entretien, comme je vous le disais, qui est réalisé, où il y a un oncologue qui fait de la prescription, entretien pharmacien, infirmier pour expliciter un petit peu les modalités de prise et l'organisation autour de ça, et surtout le suivi. Ce qui serait nouveau, du coup, ça serait à J2 la prise de contact par le patient partenaire auprès du patient, donc qui aurait été préalablement screené pour informer le rôle du patient partenaire, comment il pourrait s'organiser. Ensuite, à J8, donc au bout d'une semaine de traitement, les infirmiers font le point avec le patient pour savoir comment ça se
sur les toxicités éventuelles préalables. Donc ça pourra permettre d'ailleurs à J2 de faire un retour si la patiente partenaire cerne qu'il y a des difficultés, pourquoi pas. Et enfin, surtout, de prévoir une évaluation, pas une évaluation, mais un entretien physique, soit à J15 ou à J30, c'est-à-dire quand il y a une évaluation clinique par l'oncologue sur place, de profiter de cette consultation avec le médecin pour que le patient partenaire puisse voir le patient, parce qu'on a quand même une des difficultés, c'est que notre centre, il y a des patients qui viennent de presque parfois 200 km autour de l'ICM, donc on va essayer d'optimiser la venue des patients sur site. Et donc au maximum, ça représenterait 5 patients par semaine qui pourront être suivis par le patient partenaire. On a fini. Je n'ai pas la diapo. Donc, la dernière, oui, on a mis en place l'évaluation de l'expérimentation, puisque pour que ça ait de l'impact dans le futur, il faut qu'il y ait une évaluation. Et moi, je pense, parce que ma casquette, je suis chercheuse aussi en cancérologie, qui est une publication pour convaincre du bénéfice des patients partenaires et de l'accompagnement par des patients partenaires. Donc, pour ça, on a plusieurs questionnaires. Le premier, c'est l'évaluation des patients partenaires eux-mêmes, comment ils ont vécu cette expérimentation, etc. Il y a un questionnaire pour les patients du niveau de littératie en santé, pour voir si il a été amélioré ou non. Un questionnaire de qualité de vie. Et puis, il y aura des questionnaires de satisfaction aussi bien pour les patients qui ont bénéficié de l'accompagnement que pour les équipes soignantes qui pourront peut-être nous dire si ça a allégé leur travail ou non. Et puis, avec Fanny, on réfléchit sur d'autres indicateurs justement pour avoir des critères peut-être plus objectifs pour une publication. C'est-à-dire, est-ce que cet accompagnement a une influence sur la tolérance au traitement, sur les effets secondaires, sur l'observance et aussi sur le recours aux INM. INM, pardon, c'est intervention non médicamenteuse. C'est tout ce qui est au-delà du panier des soins de support de l'INCa, tout ce qui se fait, art-thérapie, yoga, voilà. Et qui ne sont pas forcément labellisés comme soins de support. Voilà, pour la mise en place de ce partenariat, les leviers et les freins, donc je te laisse commencer les leviers, Fanny. La volonté de la direction de l'établissement de développer le partenariat en santé, y compris autour des thérapies orales. Oui. Après, on a mis en place à l'ICM un comité de démocratie sanitaire, ce qui permet d'avoir cette communication à tous les niveaux de l'ICM et de parler justement de partenariat en santé. Le recrutement d'une patiente partenaire coordinatrice que je ne vous présente pas. Nous avons de mettre en place tout ça. La motivation forte de l'équipe soignante de coordination de thérapie orale, ça a été un plaisir de les intégrer parce qu'ils étaient très réceptifs à ce partenariat par patient. Et le financement de l'ARS, on ne va pas se mentir, permet largement de mettre le pied à l'étrier plus vite que prévu. Oui. Ensuite, pour les freins, c'était ça, c'est faire connaître cette culture du partenariat, en discuter, faire évaluer les mentalités au sein de l'Institut. Concernant la peur du changement, c'est vrai que pour les équipes soignantes, on a une organisation, bien que certainement pas optimale, qui ne nous convenait pas trop mal. Donc voilà, il faut juste s'adapter, mais ça fonctionnera bien. Bon, les lenteurs administratives, il ne faut pas se leurrer, que ce soit chez nous, à l'ICM, il y a une grosse machine et il y a une inertie administrative, et l'ARS, c'est pareil. Donc, deux inerties qui se croisent, ça fait une grosse inertie. Et alors, la méconnaissance par les patients, du patient partenaire, ça pourrait être un frein qui va se lever très rapidement avec évidemment le fait d'échanger sur la plus-value que ça peut avoir. On l'a vu quand on a un peu expérimenté sur le terrain, voir quelle est la vision qu'ils en avaient, mais petit à petit, les mœurs évoluent sur ça. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Vas-y, Fabienne. J'ai vu que vous avez un recrutement pour deux patients partenaires. Du coup, quelle méthodologie vous appliquez pour le recrutement? Quels critères? Quelle méthodologie de recrutement pour les patients partenaires? On va faire de la com, de diffusion. L'ICM diffuse tous les jours des offres de recrutement. Après, bon, sur les réseaux sociaux et sur le réseau, mon réseau perso de patients partenaires. Quels critères?
Ah, sur quels critères? Oui, pardon, c'est le profil de poste en fait. Nous, on voudrait un patient d'abord qui a envie de faire de l'accompagnement parce que moi, je connais une cinquantaine de patients partenaires et il n'y en a pas trop qui ont vraiment envie de faire de l'accompagnement du soin. Beaucoup dans la formation, beaucoup dans l'intégration de la recherche, mais accompagnement de soins, c'est plus difficile à trouver, enfin, à mon avis. Donc, quelqu'un qui a du recul sur sa maladie, quelqu'un qui a eu déjà une réflexivité dessus. Moi, j'aimerais avoir quelqu'un qui a une petite expérience de l'accompagnement, que ce soit dans une association en tant que bénévole, etc. Sinon, quelqu'un qui a envie de se former, et je pense qu'à minima, il faudrait les 40 heures d'éducation thérapeutique ou au moins 2 ou 3 jours d'éducation thérapeutique parce que pas accompagner les gens si on n'a pas quand même un peu ces notions d'écoute active, de reformulation, etc. Voilà, quelqu'un qui est à l'aise en communication, quelqu'un qui a envie d'intégrer une équipe de soins, qui n'a pas peur d'intégrer une équipe de soins. Parce que des fois, on peut être impressionné avec tout le milieu médical. Voilà, mais moi, je serai là pour les accompagner. Vous savez, moi, j'ai accompagné des thésards tout au long de ma carrière. C'est un peu pareil. Moi, je compte bien les intégrer au sein des équipes et les faire connaître et les superviser. Mais voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais de toute manière, je vais le faire passer sur LinkedIn. Hein. J'attends juste qu'il soit formaté de façon officielle. L'appel à candidature. Donc, je fais appel à des candidatures d'ailleurs. S'il y a des gens du Sud ou qui veulent descendre dans le Sud où il fait chaud. Bonjour, moi je suis Mélanie Bénier, je m'occupe de l'unité transversale pour l'éducation du patient au CHUREM. Je rebondis sur la question de Fabien. En termes de statut, du coup, pour prolonger un petit peu, parce que ça reste toujours des questions qui sont un peu récurrentes dans ce développement de partenariat patient. Donc, voilà, les postes, les compétences qu'on va chercher. Donc, quel statut vous avez réussi à… Honnêtement, on a démarré ce projet parce qu'il y a un financement de l'ARS. C'est ça, le financement de l'ARS. Voilà. Et l'ARS, moi, en tout cas, moi, je n'aurais pas participé à ce projet si les patients partenaires n'étaient pas financés. Je suis une militante de quand tu travailles et que tu fais des heures de travail, tu es payé comme les professionnels de santé qui le font. Donc là, c'est l'ARS qui va donner une certaine somme d'argent en fonction des patients qu'on aura suivis et 70% de cet argent est consacré aux patients partenaires. Donc, ça sera sous forme de vacation parce qu'il est très difficile encore dans les institutions de soins de rentrer dans la grille salariale. Parce que comment on va les payer? Plus que les infirmières, moins que les infirmières, plus que si. Ça peut créer des troubles, voilà. Alors que si ce sont des vacations, et c'est l'ARS qui donne une certaine somme d'argent, personne n'a rien à redire. Alors, je voulais avoir des informations complémentaires parce que CHUREM, on a aussi dans une expérimentation actuellement avec l'ARS qui donne un petit financement pour au moins défrayer les patients, voir les rémunérer en fonction de leurs demandes. C'est plus le demande. Oui. Est-ce que vous avez un retour, justement, on a une difficulté, je dis comme ça, mais au niveau de la direction qualité-relation des usagers, qui ne conçoivent pas le fait de pouvoir rémunérer des patients partenaires alors que les représentants des usagers ne le sont pas. Est-ce que vous avez eu ce retour au niveau de votre institution? Non, mais peut-être que les représentants des usagers de mon institution ne sont pas au courant, même si Non, je plaisante, mais je pense que c'est une volonté de la direction, donc il y aura pas de problème. Après, moi, je mets en place ce partenariat en santé avec les représentants des usagers, les bénévoles. Enfin, j'essaie, j'en suis au début depuis 6-8 mois, donc les représentants des usagers, les bénévoles, les associations. Moi, je voudrais qu'on travaille tous ensemble et pas en compétition. Donc, bon, on en discutera, mais non, vu que c'est une expérimentation, il ne faut pas oublier que c'est une expérimentation, que les patients partenaires vont être presque des cobayes, entre guillemets, hein, si je pousse le discours plus loin. Donc, moi, je comprends qu'ils soient rémunérés. Je pense qu'après, on peut en discuter. Mais je n'ai eu absolument aucun retour de personne. Mais pour l'instant, ils ne sont pas embauchés. On va faire l'offre de poste. Et peut-être après, quand les gens sauront qu'il y a 2 patients partenaires. Bon, après, moi, je suis rémunérée aussi. Hein. Personne n'a jamais rien dit. Hein. Personne n'a dit pourquoi elle est payée, elle, alors que… Pour avoir travaillé dans un autre centre de cancérologie, on a eu le retour pourquoi est-ce qu'on paierait des patients partenaires alors que les représentants des usagers ne sont pas rémunérés.
C'est ouais, une question. Moi, je dis toujours, la rémunération n'est pas obligatoire, mais ça dépend du niveau d'engagement des patients, du temps qu'ils y passent, etc. Donc, il faut moduler un petit peu. Tous, en plus, tous n'ont pas envie ou ne peuvent pas être rémunérés parce qu'ils ont voilà, donc, des allocations, etc. Donc, il faut voir au cas par cas. Mais pour l'instant, ça n'a pas posé de problème. Mais pourquoi pas? Allez-y. Juste pour rebondir par rapport à ça, par rapport à la recommandation des usagers, de mission et de statut pour le coup des RD aujourd'hui, je pense que les personnes qui sont engagées à tout ça, les emplois sont engagés, souvent. Mais là, c'est la direction qui a votre présentation. Et l'histoire dans ton exemple, C'est pareil, c'était la direction, enfin, c'était pas les usagers, c'était la direction qui disait mais pourquoi en fait, voilà, ça venait pas des usagers. Et ben, finalement, il y a eu donc ces 2 patients partenaires qui ont été recrutés par le CFCC, donc le Centre de lutte contre le cancer. Les représentants des usagers restent RU, ne sont pas rémunérés. Et bah, ils se sont rendus compte que patients partenaires, c'était génial. Et donc, ils veulent recruter des patients partenaires bénévoles maintenant, en plus, parce qu'ils n'ont pas d'autres argent de l'ARS en plus. Donc, c'est un peu, je ne vais pas citer cet exemple en exemple parce que, voilà. Il faut que parce que l'expérimentation ARS Aquitaine, c'est super bien aussi, que ça permet de recruter 10 patients partenaires dans 9 ou 8 institutions. Et il faut justement que ça soit des expérimentations pilotes qui, si on voit la plus-value qu'il y a à la fin de ces expérimentations, après on ne pourra pas dire non, on ne les paye pas, etc. Mais voilà, on est au début on est à la pointe de la flèche, je dirais. Puis là, il y a aussi encore, mais ça, tu sais aussi, dans l'engagement bénévole, il y a aussi des gens, s'ils y retrouvent leur compte dans le bénévolat, ils ne demandent pas forcément plus et ne demandent pas forcément être payés. Alors, du coup, ça dessert ceux qui aimeraient, bien sûr, qu'on valorise leurs compétences. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que dans le cas dont je parle, le CFCC se frotte les mains parce que maintenant, ils ont un pool de bénévoles patients partenaires et c'est génial. Voilà, mais... Il y a une question logistique en ligne, je ne sais pas si vous avez vu. Oui, j'attendais, mais comme il y avait une main levée dans la salle, j'attendais que la salle levée. Merci, Fanny. Elle est pour toi, Fanny, alors. Ouais, Oui, tu réponds. Du coup, avez-vous des locaux dédiés pour accueillir les patients? Alors, bon, dans le cas de l'entretien patient à l'initiation, oui, on le réalise sur un secteur, on ne va pas appeler plateau technique parce que ça ne donne pas du tout envie de s'y présenter, mais c'est des bureaux dédiés qui sont fraîchement rénovés. Et quand le patient partenaire, du coup, recevra en présentiel le patient, ça se fera dans une salle, alors peut-être au niveau des consultations ou encore à évaluer. Pour le coup, ça, il y a eu tellement de travaux qu'il faut qu'on réfléchisse à ça. Mais il y a aussi la possibilité que l'entretien se fasse par téléphone. En fait, ça sera soumis au choix du patient par téléphone, en présentiel lors de sa venue, ou même il y avait éventuellement la possibilité, mais je pense qu'on ne partirait pas sur ça, au domicile du patient ou dans un lieu de vie ou une maison médicale, par exemple. C'était possible. Oui, c'était même très, très demandé par l'ARS, qu'on puisse aller au domicile ou avoir des maisons de santé pluridisciplinaires qui puissent accueillir, etc. Mais on va ajuster au fur et à mesure, on va voir. Moi, je suis pas contre aller au domicile, je trouve que c'est bien, mais il faut voir comment on s'organise. Là, on va démarrer déjà, voir ces les ajustements, de dire AP2, enfin, 2 jours après, une semaine après, 15 jours après le premier mois, s'il faut ajuster, etc. Donc, peut-être l'an prochain, on vous donnera les premiers résultats de cette expérimentation. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, terminée. Bonjour, moi je suis Anne Haber, je suis patiente avec Gustave Roussy et partenaire. Je vais me poser des questions par rapport à justement ce que vous avez décrit. Et j'ai suivi 2 chimiothérapies orales, dont une où j'étais suivie par des infirmières papiers. Est-ce que les patients partenaires vont s'occuper et de la partie un peu écoute du patient, leur volonté morale, etc. Et de la partie aussi, quand il y a un problème, d'aller chercher l'aide du médecin, qui est généralement difficile à trouver. Enfin,
je pense qu'ils vont faire le lien avec l'équipe médicale, mais c'est pas eux qui vont donner les conseils de quoi que ce soit. Hein, on est d'accord parce que. En général, elle va chercher l'équipe du médecin. Oui, non, on les mettra en relation avec l'équipe de soins, ce qu'ils peuvent faire de toute manière, eux, de chez eux, hein, puisque l'équipe de Fanny répond aux demandes des patients. Là, ça va les alléger un petit peu et peut-être nous, on va faire le lien, les patients partenaires, et aussi avec les infirmiers pas les infirmiers, mais surtout les pharmacies de ville, où parfois c'est peut-être plus difficile, ou pour récupérer un médicament, parce que tu peux le récupérer qu'à l'hôpital. Et comme dit Fanny, il y a des patients qui sont à 200 bornes, donc les faire aller dans la pharmacie de leur village, etc. Des choses comme ça qui paraissent énormément compliquées quand tu es patient, et quand tu as une organisation, c'est beaucoup. Leur faciliter la vie, c'est passer du vivre la maladie au bien vivre la maladie. C'est un peu le but qu'on a, je crois. Quand j'ai vu, j'ai fait une chimio où il n'y avait rien du tout. Et puis une chimio avec des infirmières psychiatriques qui appellent toutes les 3 semaines à peu près au moment où ça va bien, quand on a des signes. Oui, ouais. Vous avez vu la différence. Les effets secondaires, je pense. Ben, nous, on sera les patients partenaires Capri. Ok. Une dernière question? Mathieu? Moi, c'était pas une question, c'était juste pour par rapport à entre les représentants des AG et les patients partenaires, c'est juste que selon moi, que j'en ai entendu parler en fait un peu toute la journée. Et en tout cas, au Québec, la mission des représentants des usagers, des comités d'usagers, qu'on les appelle, et des patients partenaires est très, très différente. Elle vient d'une histoire différente. Vraiment, c'est la représentation des usagers contre l'établissement et les professionnels, en défense des usagers. Donc, c'est un peu, moi, je suis impliqué bénévolement comme président de la Société canadienne d'hémophilie chez Traité de Québec. Je ne suis pas rémunéré, c'est du bénévolat et je défends, à ce moment-là, vraiment, je défends les droits des hémophiles et je milite pour l'amélioration de leurs droits, parce que bénévolement. Je ne suis pas rémunéré, mettons, par la clinique de l'hémophilie, contre laquelle je peux rentrer en conflit direct. Donc, c'est là que je verrais éventuellement même des conflits d'intérêts potentiels si un comité d'usagers se fait payer par ce même établissement pour lequel il est censé, en fait, en guillemets, combattre. Je trouve que, à moins que ce soit, je ne vois pas vraiment comment. Ce que permet d'utiliser, c'est que je pense que là, les représentants des usagers sont de plus en plus associés, en fait, aux réflexions sur l'organisation des soins, etc. Au même titre que d'autres pourraient être en termes de patients partenaires au niveau organisationnel. Je pense que du coup, la mission de représentants des usagers, en tout cas, ce sont mon contexte, elle est beaucoup en même temps. Le possibilité de savoir en fait que son partenariat patient est en même aussi. Parce qu'on est bien, c'est la comptabilité des usagers qui en parle, mais du coup, là, on arrive à des mots, je pense qu'on n'arrive pas à les mots. Et en même temps, nous, on a les mêmes réflexions au Québec, parce que, comme on a dit, on s'est rendu très ministériel et provincial. Donc, ça touche à cette gouvernance dont les usagers font partie. Mais donc, on réfléchit aussi à des moyens de faire dialoguer ces deux réalités, parce qu'on ne veut pas non plus dégriffer les comités des usagers, parce qu'ils servent un rôle. On dit toujours juste, moi, je trouve qu'ils sont très complémentaires. Juste, très complémentaires, parce que l'un défend la qualité du soin, l'autre défend l'accompagnement du soin, etc. Donc, moi, en tout cas, mon rêve, c'est de travailler avec eux. Hein. Je les ai tous rencontrés, on va faire des réunions, etc. Pas être en politique de position. Alors, on vous propose de poursuivre ce débat autour d'un café. On vous remercie pour votre attention.